Ok, ça tourne. Donc bonjour à vous toutes et tous. Et on se retrouve une fois de plus pour ce cours de tibétain, le dernier avant la pause estivale. Eh oui. Et peut-être, oui, ensuite, voilà, pause estivale, puis ensuite on se retrouvera au mois de septembre. Donc a priori, parce qu'il peut se passer tellement de choses, mais donc on verra comment on s'organise, je vous enverrai un mail pour tout ça. On commence par une prise de refuge, puis ensuite on va surtout travailler sur la 31e pratique, mais aussi sur celle que vous voulez, parce que c'est aussi un peu l'occasion, avant la pause estivale, de refaire le point sur différentes sortes de questions, choses que vous auriez vues en cours de route. Et puis aussi, peut-être, pourquoi pas, durant cette leçon, on pourra travailler sur la 32e pratique. Et pourquoi? Parce que c'est le support que vous avez reçu aujourd'hui, mais comme ça permettra peut-être de déployer, de déblayer un peu le chemin et de rendre l'étude de cette strophe plus simple pour la suite. Et il y a Myriam qui nous rejoint, c'est super. Donc bienvenue à toi Myriam, et bienvenue à toutes et tous. On commence par la prise de refuge. Sangye chö tang tsoge cho namla changchu paratu dani kyapsuchi dage jinsoge pe sunam ke drola penchir sangye dru paraisho. Voilà pour cette prière de refuge. J'ai d'ailleurs fait aujourd'hui pour le groupe lecture, le deuxième cours de la semaine, juste après le nôtre, un support qui concerne justement la prière de refuge. Mais je pense que pour vous, toutes et tous, c'est déjà complètement acquis. Mais si jamais, bonus pour l'été, je vous envoie le support, hein, si vous le souhaitez. Pourquoi pas. Ok, d'accord, si ça vous intéresse. Il y a aussi deux, trois autres choses que je vais préparer. Je dis ça pour Stéphane qui a levé le pouce, mais qui concerne plutôt l'étude du Dapo Targen, mais qui concerne autre chose que le cours Gampopa et qui se prépare aussi. Voilà, donc cette 31e pratique, on voit ici qu'on rentre dans toute autre chose à partir de la 31e pratique, et pour vous en parler, je vais reprendre ou prendre tout simplement le commentaire de Choki Tokpa, parce que, euh, en fait, c'est pas mal de comprendre la place qu'elle a. Après, on verra, on fera de la restitution comme d'habitude. Mais juste pour présenter déjà ce que vous avez a priori travaillé depuis la semaine dernière avec le support. Donc, juste bien que vous vous rendiez compte qu'au niveau de la 10e pratique, là, l'auteur, donc Gyaltse Tome Sangpo, explique la voie pour les êtres supérieurs. Et en fait, c'est un point de bascule important dans le texte, parce qu'à ce niveau, il y a 3 points qui sont énoncés, et le troisième concerne justement les conseils pour les êtres supérieurs. Le deuxième, c'était les 6 paramitas. Et les 6 paramitas, on les a vus, ça a été c'est construit sous la forme d'une strophe par paramita. Et ensuite, donc, le deuxième point qui est énoncé lors de la 25e pratique, ou qui commence lors de la 25e pratique, le deuxième point, c'est donc de Batuti. Attendez voir, qu'est-ce que je vous raconte. Oui, la 25e pratique qui correspond au troisième point, c'est-à-dire les conseils pour les aides supérieures, et ce point est divisé en 5. Donc, ce qu'on a vu, c'est les 6 vertus transcendantes, et puis ensuite le deuxième point, bonjour Cathy, et le deuxième point concerne en fait les conseils pour la pratique et en fait l'entraînement aux 4 dharmas. Donc en fait, on est là dans une partie du texte qui concerne l'entraînement aux 4 dharmas. Donc 4 points, logiquement. Et la 31e pratique est donc le premier point de ce deuxième point qui concerne les 4 dharmas. C'est assez compliqué l'arborescence. Bonjour Paul John qui nous rejoint. C'est pas si simple cette arborescence, mais bon, en fait, dans le commentaire, chaque fois, j'essaye de vous situer la pratique par rapport à toutes les autres. Ça peut être intéressant. C'est pas forcément nécessaire, évidemment, parce qu'on peut la prendre comme telle, mais ça peut être pas mal pour la situer. Il faut savoir que ce type d'exercice qui consiste à connaître l'arborescence, tout à coup, le terme en tibétain m'échappe.
je ne me rappelle plus, mais il y a un terme particulier pour parler de cette arborescence qui est étudiée en tant que telle. Alors ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que souvent les textes classiques, même les 37 pratiques qui sont assez courts, on étudie parallèlement au texte lui-même, on étudie la structure. Ça, c'est quelque chose qui est typique de l'étude classique des textes tibétains. Donc on doit avoir une vision claire de la structure. Une fois qu'on a une vision claire de la structure, donc c'est beaucoup plus simple de pouvoir se déplacer dans le texte et de savoir à quelle strophe correspond telle partie, ou plutôt telle strophe correspond à telle partie, etc. Alors, pour des textes importants comme le Bodhisattva, qui a des centaines de strophes, c'est d'autant plus important. Oui, parle John. Est-ce que c'est pas ce qu'on appelle le sabché? Oui, bravo, merci, 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 Sabtier. C'est tout à fait ça, c'est le Sabtier. Sabtier, c'est voilà, c'est la table analytique, on pourrait dire, ou la Oui, structure du texte. quelquefois on dit genre de matière, mais c'est beaucoup plus que ça. Oh, c'est beaucoup plus que ça, parce qu'une table de matière, c'est vraiment juste le titre des chapitres. Minimum. C'est ce qui correspondrait pour nous à une table analytique, en fait. D'ailleurs, ça existe, hein. Si vous prenez les volumes de la Pléiade, vous avez toujours dans le volume à la fois la table de matière et la table analytique, qui est une table beaucoup plus descriptive de tout ce qu'on trouve dans le contenu du texte. Ici, c'est important parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, ça vous permet de situer ce que vous entendez et ce que vous lisez, mais du coup aussi, ça permet de se remémorer plus simplement le sens. Donc ici, tout ça pour dire, c'est une longue introduction, mais tout ça pour dire que cette strophe, pour autant que ce soit celle-là qu'on travaille aujourd'hui, eh bien, elle concerne Rangi Gosum La Takpa. Gosum, ça veut dire quoi? Bon, facile, hein. Papa. Les trois portes. Hein, les trois portes, et les trois portes, c'est lié à quoi? Myriam. Tiens, allez, il y a longtemps qu'on t'a pas entendu, Myriam. Myriam, quand je te dis les trois portes, en tibétain, ça te dit quelque chose? Alors en tibétain, je ne saurais pas dire les mots, mais c'est le corps, la parole et l'esprit. Absolument, bravo, tout juste, tout Et alors en juste. tibétain, Ah ben, un tibétain, on va demander par exemple à Sylvia. Oula. Le corps, le corps, le corps, c'est pas lu, Bravo, très lu, bien. la parole. Je demande de l'aide à De l'aide, mes alors consoeurs. Cathy, Isabelle, Thibaut. Lu, Bah, ça non, dépend si on est en Nga, j'ai honorifique. entendu Nga, Cathy a dit Là, Nga, il me semble, ouais, Lu, Nga. Et oui. puis, Isabelle, tu disais? alors, ça dépend si on est en honorifique ou non. Waouh. Alors, si on est dans l'humain, c'est Sem. Ah, ça sera Yi, Ça, ouais. ça sera Yi, ça sera Yi. Oui. Lunga Yisum, Lunga Yisum. Je comprends très bien que vous disiez Sem, hein, parce que bien sûr, vous avez déjà vraiment pas mal de connaissances, hein, c'est la preuve de ça. Ce qui fait que vous, on pourrait dire, c'est l'avantage et le désavantage de connaître déjà pas mal de choses, parce que vous pouvez largement dire Sem en comprenant ce que vous êtes en train de dire, mais parce que vous commencez à avoir du vocabulaire. Mais sinon, c'est Yi. Parce que vrai, Sem, ça fait penser à conscience. Mais dans la répartition trois portes, on va dire Lunga Yisum. Ça fait partie de ces triades, les trois portes, les trois corps, les trois gna gna, etc. Les trois. Il y a plein de 3, 3, 3. Il faut regarder, d'ailleurs, il y a des dictionnaires qui sont classés par chiffres. C'est-à-dire les trois tac tac tac, les trois tac tac tac. C'est assez intéressant parce que c'est aussi une manière assez sympa de se mémoriser les choses. Les Tibétains, ils ont développé, mais ça vient de la tradition indienne, ils ont développé une foule de combines pour apprendre à mémoriser. Parce que la mémorisation et l'oralité, et c'est incroyable d'ailleurs, parce que la mémorisation et l'oralité a toujours eu une place prépondérante, même si l'écrit a joué un rôle forcément extraordinaire. Parce que dans la tradition bouddhiste, je pense que c'est difficile de trouver une tradition spirituelle, en tout cas comme ça, il m'en vient pas une autre, mais qui a pondu autant de textes. Je veux dire, c'est carrément incroyable. Le canon bouddhiste, c'est environ 200 et quelques textes, 220, je ne sais pas exactement combien, mais c'est une centaine pour le Kangur, une centaine pour le Tengur. Ça, on parle des textes canoniques, hein. On parle même pas des textes composés, je sais pas, par exemple,
Patrul Rinpoche, le chemin de la grande perfection, ça ne fait pas partie du Kangyur Tengyur. Pourtant, c'est un classique. On ne parle pas des classiques. Le Dagpo Targen de Gompopa ne fait pas partie des textes canoniques. Pourtant, c'est un classique. Donc, il y a une littérature immense. Et pourtant, chacun de ces textes a fait une grande place à l'oralité. Tout le temps. Donc, ils ont trouvé toutes sortes de combines pour se souvenir de tout ce qui était enseigné. Il faut savoir que, par exemple, les 37 pratiques sont construites sur le modèle très classique qu'on retrouve avec l'Abhidharma Kosha de Vasubandhu ou autre, qui est une forme versifiée et qui permet à l'auteur et aux étudiants de mémoriser toutes ces strophes et ensuite de pouvoir enseigner à partir de la mémorisation des strophes. Et donc on va à la fois donner une explication qui sera le commentaire et ensuite composer par écrit un commentaire. Mais la mémorisation de la structure, on parlait avant du sabtier, c'est la structure, comme la mémorisation du texte racine, c'est tsawa. Tsawa, c'est la racine, donc on va mémoriser la racine. Donc voilà. Donc nos trois, en l'occurrence, lu, nga, yi, sum, fait partie aussi de ce moyen de mémorisation. Une triade, lu, nga, yi, sum. Isabelle, tu parlais à l'honorifique, et à l'honorifique, on dirait comment? Alors, ku, su, sung, ku, sung, tuk. Bravo, Ku Sung Tuk. On retrouve ça dans une prière très fréquente qu'on récite. Palden Tsawel Lama Rinpoche Dagi Chiwrope Medenchula, Kardin Chenpe Gone Che Sung Te, Ku Sung Tuk Ging Drup, Saltu Sol. Ku Sung Tuk Ging Drup, pour vous, ça veut dire quoi? Les bénédictions. Pas exactement. Quelqu'un d'autre donne une possibilité? Bonjour Tsering, bienvenue. Kusung Tuk, Gingodrup. Drup, c'est accomplir, non? Ouais, très bien. Donc Tusung Tuk, Gingodrup, bravo. Les Tinop, c'est bénédiction, non? Ouais, mais Kusung Tuk, Gingodrup, on parle pas de Chinlap. Ah, ok, oui, c'est un accomplissement. Yes, accomplissement, accomplir, tu étais sur la piste Myriam. Drup, accomplir, Ngedrup, c'est les accomplissements. Les Ngedrup, c'est nge dans le sens de manifeste. Bon, bref, mais le mot lui-même, ngedrup, veut dire accomplissement. Donc, ko sung tu ki ngedrup, ensuite, sal tout sol. Accordez-moi. Mais bon, ça, c'est autre chose. C'est une formule classique. Accordez-moi. Mais ko sung tu ki ngedrup. C'est juste pour, voilà, une toute petite parenthèse, micro-parenthèse, pour vous dire que tout ce que vous savez, là maintenant, vous pouvez commencer à l'appliquer dans de nombreux champs où vous avez suffisamment de réflexes pour pouvoir vraiment comprendre la plupart des prières que vous récitez en fait. Bon, ça demande un peu de temps, il n'y a pas de doute, mais c'est génial, vous en êtes vraiment au stade où vous faites un lien à partir déjà de la connaissance que vous avez. Donc elle augmente cette connaissance du fait de la connaissance que vous avez. Ça, c'est vraiment, c'est comme quand on apprend une langue, imaginez l'allemand, et que vous pouvez poser des questions en allemand sur des choses que vous ne comprenez pas en allemand. Et c'est là, ben, évidemment, c'est génial. Et c'est presque ce que vous êtes en train de pouvoir faire. Vous pourriez même avec un Tibétain, sur une base très très simple, lui dire bah, Gosum Karere. C'est quoi les Gosum? Et vous auriez une explication que vous pourriez plus ou moins capter. Et c'est quand même une bonne chose. Donc Gosum, voilà, on a résolu l'énigme des Gosum. Ok, ça c'était pour le titre. Maintenant, restitution. Donc, qui veut restituer, que ce soit cette strophe ou une autre? De toute façon, celle-là, on la verra ensemble quand même. Mais est-ce que quelqu'un veut, alors encore une fois, celle-là ou une autre, mais restituer? Ouais, Thibaut? Celle de la semaine dernière. Mais génial. Alors, très bien. Donc, dans ce cas-là, ce sera la 30e pratique. On ouvre la 30e pratique. Et la voici. Shirap. Impeccable. Très bien. Donc, vous connaissez la règle du jeu. On écoute très attentivement Thibaut. On essaye vraiment de développer la conscience de l'écoute. Et Thibaut essaye vraiment de développer la conscience de ce qu'il est en train de dire pour que nous puissions comprendre. On t'écoute. Tera mena par chingai dope chongchuk topar minipe tatang denpe tatang denshin kor
Impeccable. Reprends-la encore, largement 2 fois, tranquillement. Et tu gardes toujours le meilleur rythme possible et en essayant de nous faire comprendre la structure de la strophe. Vas-y. Shirab mena par chingai zoppe jongchuk topar minipe tap tanden shing korsum mitope shirab gompa garsel atlenin. Impeccable. La troisième phrase, tap tang den xing, tu pourrais te permettre de faire la liaison comme ça. Tap tang, pourquoi? Parce que ça sera tap tang den pa, la formule 1. Si on n'était pas dans un contexte versifié, on dirait tap tang den pa, et c'est tap tang den xing, xing c'est et. Tap tang den xing, tu peux faire une micro-pause du genre les moyens et la sagesse, comme on le ferait en français. Tap tang den chin, korosum mitokpe, sherab gompa gyalselaleng. Impeccable. Une troisième fois, on écoute toujours très attentivement, en essayant de comprendre. Shirab mena par chingai zoppe jongchuk topar minipe tap tang den shing korsum mitope shirab gompa garsel atlenin. Impeccable. Ah, c'est très bien. C'est très bien. Ouais, puis j'ai l'impression que tu la comprends quand tu l'as dit, donc je pense que c'est le cas, donc c'est du coup d'autant plus simple de pouvoir la comprendre. Ok, alors maintenant, la deuxième partie de l'exercice que vous connaissez, ou le jeu, c'est, vous me dites les idées clés que vous entendez. Sherab mena parol chingai, zope chongchup topar minupe, taptang denchin korosum mitope, sherab gompa gyalse langleyin. Dans tout ça, quelles sont les idées clés qui viennent? Allez-y. Isabelle, je vois que tu piaffes. Non, tu piaffes pas. Si, alors bon, moi, ce que vraiment là j'ai acquis, c'est le Dzogpe Changchu. Mais c'est génial. Dzogpe Changchup. Voilà. Parfait. Parfait. Changchu. Dzogpe Changchup. Donc l'éveil, Changchup, l'éveil complètement accompli. On a vu dans le sens, on a totalement épuisé ce qu'il fallait épuiser pour arriver à l'éveil. Tout à fait, le parfait éveil. De manière très simple, tu peux dire le parfait éveil. Dzogpe Changchup. Dzogpe Sangye, vous retrouverez la même construction avec Dzogpe Sangye. Samyak Sambuddha, Samyak Sambuddha, Dzogpe Sangye, les parfaits Bouddhas. C'est vraiment. Alors ça, c'est typique Dzogpe Chongchup, Dzogpe Sangye. C'est typique des constructions qui ont été adoptées pour traduire le sanskrit. C'est des formules sanskrites au départ. Dzogpe Sangye, parfait. Y a-t-il une autre formule, tac, qui fait vraiment gling? Shirab mena. Sheram Mena, impeccable. Sheram Mena, et Tsering, ça signifie? Il n'y a pas de sagesse sans la sagesse. Voilà, sans la sagesse. Avec le Na, qu'on pourrait tout à fait même mettre de côté. Sheram Me, là en l'occurrence c'est très juste, c'est Sheram Mena, parce qu'on le pose comme voilà, une condition. Mais sinon, Sheram Me, il n'y a pas de sagesse. Vous vous souvenez ce qu'on a vu la dernière fois qui est très intéressant, c'est que là vous êtes en train de parler à la troisième personne et pourtant vous parlez à la première personne, pourrait-on dire. C'est pas pertinent en tibétain, première, troisième. C'est simplement qu'on utilise mais parce que c'est la seule forme verbale du ye, du, yore, en l'occurrence là la négative, qu'on peut utiliser pour la joindre à une autre proposition ou à une construction qui se fait sur la base de l'auxiliaire. Si on a un na, on ne pourra pas dire duna. Ça n'existe pas. On ne pourra pas dire yorena. Ça n'existe pas. Vous ne trouverez jamais. Donc, dans ye, du, yore, vous prendrez toujours la première forme, ye, et dans yinre, vous prendrez la première forme, yin, pour faire des constructions du genre yin-sang, pour yin-sare, quoi, n'importe. Toutes sortes de constructions qui sont des modulations sur les auxiliaires. Vous les construirez avec yin et avec yu.
Bon, on a de loin pas vu tous les cas de figure possibles et imaginables, hein. On continue à faire surtout de l'analyse de texte. Mais après, si vous appreniez le tibétain de manière beaucoup plus large, ben, par exemple, toutes les constructions de doute, de certitude, ye sare, yin sare, ye paja, me paja. Alors là, vous en avez une kyrielle qui vont jouer de manière très très subtile sur les niveaux de certitude, mais on utilisera par contre toujours ye et yin. Jamais doux, jamais yore, jamais ré. Bon, ça, vous n'avez pas besoin de retenir. C'est juste, ça explique pourquoi mais. Et ça explique, et ça vous rappelle qu'il n'y a pas de conjugaison. Parce que mais, c'est pas ngalame. Hein. Si vous voulez dire je n'ai pas de stylo, stylo c'est nyugu. Hein. Comment vous dites je n'ai pas de stylo? Yugome. Très bien. Ah, Tsering, t'as vu, il faut être super rapide. Alors là, on a Stéphane en embuscade, alors là, ça va vite. Hein. Ça, c'est clair. Donc maintenant, si tu dis carriole, pour toi, Tsering, je n'ai pas de tasse. Carriole Mindou? Mais non, carriole Non, mais. c'est pas ça. Carriole mais, justement. Justement, parce que si on veut le dire pour moi, hein, Oui. je n'ai pas, c'est mais. Hein, carriole mais. Mais si on dit Mindu, alors c'est là où c'est pas faux non Il n'y plus. a pas de tasse. Il n'y a pas de tasse. Et il n'y a pas de tasse. Et qu'est-ce qui serait induit dans le doux? Je vois. C'est un Yes, constat. je le vois. C'est un constat visuel de première main. Constat visuel de première main. À la différence de Kariol Yomare. Il n'y a pas de tasse. Du genre, dans ce magasin, il n'y a pas de tasse. Ben non, c'est une boulangerie, donc il n'y a pas de tasse. C'est un constat général. Vous faites toujours un constat. C'est pour ça que je prends cet exemple un peu bizarre. Bonjour Natalia, qui nous rejoint. Bonjour. Super, coucou Bonjour. Natalia. Voilà, donc, bon, à force de voir, même comme ça, de manière un peu non formelle, ces nuances, on finit par s'en souvenir. Très bien. Sherab me, Sherab mena, voilà, deuxième élément. Zope Changchup, le premier qui a été donc énoncé par Isabelle. Y en a-t-il un autre qui nous vient de manière assez évidente? Il y a le Parolchin. Yes, bravo. Euh, Parolchin, bravo. Ça, c'est très important. C'est Paroltuchinpa. Yes, bravo, impeccable. Beau réflexe, surtout que tu y vas en essayant de deviner. C'est très bien. Donc ça veut dire que ça marche. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment de connaissances pour te dire, tiens, Parolchin, ça ressemble à Paroltuchinpa. Juste, très bon. Et On l'avait Parolchin, vu beaucoup dans le Sutra du cœur l'année ah dernière. ouais, à fond, bien sûr. Hein. Parolchin, Paroltuchinpa. Ouais, c'est tout à fait clair. Les vertus transcendantes. Les Tibétains sont des gros adeptes de la version zippée. Hein. Ils auront, par exemple, plutôt que de dire Sherabge Paroltuchinpa, qui veut dire la vertu de sagesse transcendante, ils vont dire Sherchin. Et c'est tout. Donc, c'est la contraction. Donc, ils font plein de contractions comme ça. Et au début, c'est très troublant parce qu'on dit, mais de quoi ils nous causent là? Et on voit pas, parce que nous, on n'a pas autant l'habitude. Bon, en France surtout, et pas dans toute la francophonie, en France, on utilise beaucoup les acronymes. Mais les acronymes ne sont pas non plus des contractions. Hein, c'est différent, évidemment. Bref, donc, Sherab me, Parolchin, Dzogpe Changchup. Y a-t-il autre chose qui vous apparaît de manière claire, évidente, facile? Sherab Gompa. Bravo, Sherab Gompa, très bien. Et Sherab Gompa, c'est, Dominique? Méditer la sagesse. Yes. Et comment tu dirais méditer la patience? Comment on dit la patience? Eh ben voilà, on va voir comment on dit la patience, vu qu'on l'a vu. Ben ouais, on l'a vu, mais. Ah bah ouais, bah alors on va demander de l'aide. Alors, par exemple, Zepa. Natalia, j'ai vu Zepa. Natalia Zepa. Zepa. Et Natalia, donc, Zepa, si tu veux dire méditer la patience, tu diras? Zepa Gompa. Très bien, Zepa Gompa. Vous voyez, on est toujours
On est toujours un peu hésitant face aux constructions tibétaines parce qu'on se dit, tiens, comment méditer la patience? Parce que nous, on a une espèce de traducteur immédiat qui se met dans la tête où on se dit, attends, comment on dit la patience? Méditer la patience, là. Et puis en fait, on va en français être pas mal encombré par les tas de petits mots qu'on rajoute pour préciser le sens. Mais les Tibétains sont radicaux dans leur expression. Sherab Gompa, c'est sagesse méditer, point. On n'emberlificote pas. On dit juste Sherab Gompa. Mais attention, ça ne veut pas dire que les Tibétains, ils parlent du genre, moi vouloir arbre là-bas coupé. Ils parlent pas comme ça non plus. Hein. Ils parlent avec beaucoup de finesse, etc. C'est juste leur manière de construire la langue. Ben, encore une fois, c'est une langue égophorique. Donc, on ne complique pas les liens qu'on peut faire. Ben, Sherab, Sherab, puis Gompa, méditer. La méditation de la patience. Nous, on dirait la méditation de la patience. Donc, on rajoute plein de choses. Il n'y a pas besoin de le faire en tibétain. De la même manière, si on voulait dire méditer la générosité, on dirait comment? Juste pour faire un petit rappel. Jinpa Gompa. Bravo, Jinpa Gompa. Et si on voulait dire méditer le courage? Tsundu Gompa. Bravo Stéphane, Tsundu Gompa. Et puis Cathy, j'ai vu que tu as ouvert le micro. Si on veut méditer la stabilité mentale? Samten Gompa. Impeccable, Samten Gompa. Et vous voyez que j'utilise chaque fois le terme de Gompa. J'ai pas tort de le faire. C'est parfois, et d'ailleurs dans ces différentes strophes, on utilise d'autres verbes parce qu'on veut dire, l'auteur veut dire précisément quelque chose. Mais Gompa, rappelez-vous que c'est méditer, mais c'est dans le sens de familiariser aussi. Hein. Ça, c'est une chose. Et là, qu'on fasse du tibétain ou pas, il faut savoir que du point de vue bouddhiste, c'est bhavana, c'est vraiment c'est la méditation dans le sens de l'habituation, dans le sens de la familiarisation. Nous, on voit vraiment méditation comme on s'asseye par terre, les jambes croisées, on ferme les yeux, etc. Mais pour les bouddhistes, ou pour nous bouddhistes si nous sommes bouddhistes, mais disons pour les bouddhistes, on devrait étendre le sens, revisiter le mot et le comprendre comme contemplation, le comprendre comme... ouais, ce serait d'ailleurs difficile de trouver un mot qui inclut à la fois une méditation silencieuse comme une méditation analytique, comme l'entraînement à la sagesse ou l'entraînement à la générosité. Bref, c'est tout le sens de Gompa. Très bien. Y a-t-il encore une autre forme qui vous frappe? Il devrait y en avoir une quand même, qui vous fait gling, 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 que vous la compreniez ou pas. Mais Thibaut, je vois que tu voulais... pardon, vas-y. Osum. Korosum, bien sûr. Korosum, hyper important. Korosum, hein, nous en avons déjà parlé. Korosum, Natalia, ça te dit quelque chose, Korosum? Krosum, c'était pas les trois formes, oui, je me souviens, on en a parlé l'autre fois, les concepts. Ouais, les trois sphères, les trois cercles. Ouais. Les trois cercles. C'est vrai qu'on a vu la dernière fois qu'il était peut-être préférable de dire cercle plutôt que de dire sphère, parce que sphère pouvant faire référence aux trois domaines d'existence éventuellement, mais les trois cercles, corps, qui littéralement veut dire roue, et on n'est pas en train de dire les trois roues, hein, ici on est en train de dire les trois cercles, c'est les trois points de référence aussi. Hein. Quels sont ces trois points de référence, Natalia? Celui qui énonce l'objet et le troisième. C'est intéressant, hein, ça nous pas. fait bosser ces trucs. En fait, non, ça nous fait chaque fois vraiment travailler. Ça nous demande, en fait, ce travail d'analyse nous demande de revisiter évidemment le Dharma, mais nous demande toujours beaucoup de précision, parce que ces trois formes, en fait, c'est l'acteur, c'est l'action, et c'est le bénéficiaire de l'action. Et donc, si par exemple c'est quelqu'un qui énonce, c'est l'énonciateur, c'est l'énoncé et l'auditeur.
C'est toujours l'idée qu'il y a toujours une réalité tripartite. On ne fait pas, même si on est tout seul. On pourrait dire, mais oui, mais si je suis tout seul, parce qu'évidemment, hein, normalement, on va dire, oui, mais quand je suis tout seul, il n'y en a pas trois. Ben, quand je suis tout seul, il y a toujours le pourquoi je fais l'action. C'est-à-dire, ce pourquoi je fais l'action est toujours présent, même s'il n'est pas là. Je range la vaisselle pour ranger la vaisselle. Donc, c'est donc l'action de ranger et le pourquoi je le range. Hein. Il y a toujours l'idée d'une destination à l'action. Voilà, c'est tout. Et ici, est-ce que Korosum Mitokpa, ça vous fait tilt ou pas? Ouais, Thibaut, ça a l'air de lui faire tilt. Ne pas conceptualiser. Bravo. Hein. Mitokpa, très important, Mitokpa. Parce que Thibaut, ça te fait d'autant plus tilt que tu avais souligné, je le rappelle pour les autres, que Tokpa, il suffirait qu'on écrive Ratatata Naruto Kasa Tok pour parler de la réalisation. Et si on écrit juste Ratatata Naruto Ka Tok, c'est la pensée. Hein, la pensée dans le sens de la conceptualisation. Donc mitok, mitokpa, pas penser. De nouveau, hein, vous voyez ce côté très, on pourrait dire radical de dire les choses. Mitokpa. Hein, il n'y a pas de conceptualisation. Non-conceptualisation. Et pour nous, en français, c'est un terme technique, non-conceptualisation. Mitokpa, en tibétain, c'est aussi un terme technique, mais sa construction est très simple. C'est tokpa, mitokpa. Donc ça nous aide, en fait, ça peut nous aider. Bon, au début, on cherche, on se dit, voilà, waouh, mais en fait, c'est juste mitokpa. Korosum mitokpa. Différente d'aller dire, pardon. Non. En tout cas, je dis non parce que pour moi, il n'y en a pas. Mais c'est typique du domaine où j'affirmerais à 80%, hein, pas à 100%, parce que je ne suis pas tibétophone quand même. Donc, si je vais poser la question à un geishe de Lhasa qui a étudié pendant 30 ans, très très érudit, peut-être qu'il va me sortir de derrière les fagots une espèce de règle qui dit oui, mais quand il y a un deuxième suffixe, on dit un peu autrement. Ça, je suis incapable de vous le dire. Pour moi, c'est la même chose. Tokpa, mi tokpa. Et c'est le contexte qui va me le dire, quoi. La seule chose, c'est que to, là on est tok, le son est bloqué. Alors peut-être que tokpa, mi tokpa, togore, je sais pas. Franchement, c'est très difficile pour moi de le dire. Ok, donc là on a presque fait le tour, hein. Shiramena, parol tingai. Alors là maintenant, petite analyse. Donc, si on a cette première phrase, on fait quoi avec cette première phrase? Pardon, c'est quoi la question? J'ai pas compris la question. Si on a cette première phrase, on fait quoi avec cette première phrase? C'est quoi l'analyse qu'on produit grâce à ça? On a vu les éléments clés, hein? Et puis ensuite, on a la phrase. Shiramena parol tingai. Et ça veut nous dire quoi? Hein, on a parolchin, ça c'est Myriam qui nous l'a dit. On a Shiramena, hein, Tserin qui nous l'a dit. Donc, Shiramena parolchingai. Alors là, bien sûr, on a notre particule. Mais si on veut dire ça, quoi, dire ça, surtout, c'est pas une traduction définitive, mais qu'est-ce qu'on exprime là? Et je dis bien exprime. En l'absence de connaissance, les 5 paramitas, et on a un ergatif, donc on doit être le sujet. Exactement. C'est-à-dire que tu as tout à fait raison. L'ergatif ou l'instrumental, c'est presque l'instrumental là en l'occurrence, mais bon, c'est complètement égal. C'est le même sens. Il est placé à la fin, très logiquement. Donc s'il est placé à la fin, ça veut dire que c'est tout le reste qui devient acteur de quelque chose, ou l'instrument de quelque chose. Et l'instrument de quelque chose, en toute fin, forcément, ce sera la méditation sur la sagesse, on est bien d'accord. Mais là, on est en train de dire quelque chose d'important. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de sagesse, parol chingai, les 5 paramitas, en tant que action ou moyen, d'accord, elles ne deviennent pas des paramitas. En fait, c'est ce qu'on est en train de dire. Hein. Alors là, bien sûr, c'est pas vraiment codé, mais c'est sous-entendu par l'auteur, parce que c'est évident pour tout le monde.
Enfin, disons, pour nous, il faut faire notre chemin avec, mais disons, ça reste évident. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de paramita. Hein. C'est très clair pour vous, je pense. Plus ou moins. Ouais, non, mais dans le sens où on a 6 paramitas, et ces 5 premières paramitas ne sont des paramitas que parce qu'il y a de la sagesse. S'il n'y a pas de la sagesse, ça reste des actes très sympathiques, mais c'est pas transcendant. C'est clair ça, hein? Bon, ok. Donc voilà, c'est ce qu'on est en train de dire ici. Hein. Et on le pose tout de suite comme condition d'ailleurs. Hein. En disant, ben, s'il n'y en a pas, là, les 5, ça fera pas. Ça fera pas quoi? Ça fera pas la deuxième. Et donc la deuxième, c'est quoi pour nous? Ne pas parler paramita sans sagesse, nous ne sommes pas capables d'obtenir le parfait éveil. Oh, mais qu'est-ce que c'est beau ça! Ça, c'est très bien. Par les 5 Après le paramitas. dernier tas à la fin, je sais pas. Non, non, mais c'est très bien parce que tu t'es très habilement sorti pour faire apparaître parler dans le sens par le biais de par les 5 paramitas, sans sagesse, nous ne sommes pas capables d'obtenir le parfait éveil. C'est exactement ce qui est en train d'être dit. C'est très bien. Et du coup, ben, on voit bien que l'utilité de prendre les éléments clés, c'est important. Parce qu'on a vraiment Sheram Mena, on a ça, et puis on ne doit pas se perdre dans la traduction au début. C'est vraiment, on reprend les idées clés. C'est-à-dire par les 5 paramitas, c'est pour ça que je trouve bien. Parce que c'est un peu comme une... Tu, tu, tu condenses le sens dans le groupe de mots. Et c'est ce qu'on doit essayer de faire. Après, le style en français, c'est complètement autre chose. Et puis on ne travaille pas ça maintenant. Mais par les 5 paramitas, sans sagesse, et là, l'on n'est pas capable, minupa. Hein, minupa. Et le minupa deviendra n'étant pas capable. Hein, n'étant pas capable, évidemment, vu que c'est minupé. Vous voyez pourquoi je dis n'étant pas capable plutôt que hein, ne pas être capable? Parce qu'on a le P. C'est-à-dire pas sa paix, c'est la marque d'une action. C'est-à-dire le fait de ne pas être capable va produire quelque chose. C'est clair pour vous? Pour tous? Net? Ok. Donc ça c'est important. Parce que minupa, bah voilà, ça c'est une construction de base. Nupa, c'est la capacité, le pouvoir de faire, c'est tout ça. Nupa. Donc minupa, bah il n'y a pas. Il n'y a pas cette capacité. On peut pas, on n'y arrive pas. Hein, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à faire quoi? Ben, on n'arrive pas à obtenir. Top. Hein. Top par minupa. Hein. Top par minupa, c'est une idée en soi d'ailleurs. Top par minupa. Hein. Hein? Est-ce qu'il n'y a pas un autre mot qui est souvent utilisé pour capable, comme tout, quelque chose comme ça? Comme pour capable, tout c'est pouvoir, c'est un peu différent. Nupa, c'est vraiment la... nupa, c'est la capacité. Hein, c'est quand même... c'est l'aptitude à... Nupa, c'est le pouvoir de... Par exemple, si Nupa Mena, par exemple, Nupa Yona, si on a admettons, on donne 1 million à quelqu'un, et puis on dit, ben, s'il en a la capacité, il va faire fructifier cet argent. C'est du genre, Nupa Yona, Nupa Mena, s'il n'en a pas la capacité, il ne pourra rien faire avec. On va vraiment comprendre Nupa comme une espèce de... C'est pas un don, mais c'est quelque chose qu'on a qui est une capacité de faire. C'est un peu... bon, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais quand on dit de quelqu'un qui a la main verte pour les plantes, ben, en fait, c'est un peu ce qu'on essaie de dire. Alors, bon, le japonais ne comprend pas quand on dit on a la main verte, mais pourquoi il dit qu'il a la main verte? Donc voilà, bon, le français est truffé de ce genre de choses un peu complexes à comprendre quand même quand on vient d'une autre langue. Mais quand on dit il a la main verte, ça veut dire il a la capacité de faire pousser les plantes. D'accord? C'est une qualité. Hein, pardon? C'est presque une qualité. C'est presque une qualité. C'est presque une qualité. Nupa, c'est souvent pas loin d'une qualité. C'est pour ça que parfois c'est une potentialité aussi. C'est un mot qui peut être diversement traduit dans les contextes. Hein. Mais nupa, c'est très intéressant parce que là,
en fait, atteindre l'éveil, alors là, c'est Dharma l'explication, hein, c'est plus tout à fait du tibétain, mais atteindre l'éveil, tout le monde peut atteindre l'éveil. On va dire, fondamentalement, vu que notre nature est d'être éveillé, on peut tous atteindre l'éveil. Donc la musaraigne, la girafe, le phoque, et puis nous aussi, quoi. Je veux dire, il n'y a pas une fondamentale différence du point de vue de notre nature. Reste que, eh ben, nu pas, mais nu pas. Hein. Reste que, ben, va falloir pouvoir ou pas pouvoir. Hein. Et pouvoir ou pas pouvoir, ben, ça va dépendre de notre aptitude. De notre aptitude à pouvoir atteindre l'éveil. Et notre aptitude n'a rien à voir avec notre nature. C'est pour ça que c'est intéressant comme terme. Parce que là, on est en train de dire que si on veut vraiment obtenir l'éveil, hein, ben on va pas pouvoir l'obtenir dans le sens... On pourrait parler d'efficience aussi. Hein. Souvent, on peut traduire nupa par efficience. On manque d'efficience si on n'a pas ces paramitas qui sont devenus des paramitas grâce à la sagesse. En fait, ce qu'il est en train de dire ici, en tant qu'efficience, il parle de l'efficience des paramitas. Hein. C'est-à-dire que la générosité, on aurait beau développer de la générosité pendant des kalpas et des kalpas, c'est pas ça qui va nous faire atteindre l'éveil. Du point de vue bouddhiste, c'est clair et net. Il n'y a que la présence de la sagesse dans les vertus qui permet de transcender. Sinon, on ne transcende rien du tout. Ça, c'est très clair. Donc, en fait, cette aptitude, cette efficience, elle vient justement de la sagesse. Minupa. Vous voyez, c'est intéressant ce terme. Jean-Marc, Oui, Natalia. j'ai juste une question par rapport au verbe si, en comparaison avec nu. On parle sigimare, ça ne serait pas possible d'attendre. Ça serait quoi la différence avec nu? Ouais, si et nu pas. C'est une colle, ça. C'est pas mal comme colle, d'ailleurs. Sigimare. Ben, la différence, c'est que, on pourrait dire en tibétain que si tu n'as pas le nupa, c'est impossible. Sigimare. Le C'est plus comme une habilité. Exactement, exactement. Si t'as pas, on pourrait dire si tu as pas de Buddhist touch, ben tu vas pas. Buddhist touch, c'est pour le coup, ben voilà, c'est le fait de mettre de la sagesse dans la vertu. Ça, c'est peut-être la marque de fabrique du dharma, quoi. Si t'as pas ce truc-là, ça sera impossible. Sigmare. Donc sigmare, c'est vraiment dans le sens clair de possible, pas possible. Tu vois, c'est vraiment dans ce sens-là. Donc ça, on pourrait dire que nupa, c'est presque une condition aussi, hein, dans le sens de cette efficience-là. Ben, d'ailleurs, il y a des actes qui sont efficients, il y a des actes qui ne sont pas efficients. Et c'est de ça dont on parle aussi. C'est-à-dire que une paramita, elle devient un acte efficient pour atteindre l'éveil parce qu'il y a de la sagesse. Elle n'est pas efficiente. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas utile, mais elle n'est pas efficiente par rapport au but. En fait, on ne peut pas dire que c'est une paramita s'il n'y a pas de... Exact, on ne peut pas dire ça. Donc ça veut dire... Clairement. C'est pour ça qu'elle n'est efficiente que dotée de sagesse. Sans sagesse, elle est bien, mais elle perd son efficacité comme moyen d'atteindre l'éveil. Et en fait, c'est pour ça qu'on utilise nupa. Ben voilà, parfait. Donc, et puis du coup, à cause de ça, hein, c'est-à-dire, comment tu disais, Thibaut, c'était très bien dit là, avec parler, comment t'as dit? Par les paramitas dépourvues de... Si elles sont dépourvues de sagesse. Très bien. N'étant pas capable d'obtenir le parfait éveil. Très bien. Et troisième phrase. Même la quatrième avec, hein, méditons la sagesse sans conceptualiser les trois cercles et en ayant les moyens. Tout à fait. C'est la pratique des bodhisattvas. Tout à fait. Très bien, c'est clair. Tu peux la faire aussi certainement dans la troisième, ça doit être possible. Donc, n'étant pas capable ou ne pouvant pas dans le sens, n'ayons pas cette efficience qui nous permet d'atteindre l'éveil, le parfait d'éveil,
eh bien, les moyens associés à la non-conceptualisation des trois cercles, virgule, la méditation de la sagesse, est une pratique des filles et fils des vainqueurs. On pourrait s'en sortir comme ça. Moins facile quand même. Non, c'est moins facile. On est bien d'accord. Notre difficulté, c'est ça, c'est qu'en fait, le tibétain, on va y aller par bloc d'idées, quoi. Et puis, les articulations, elles sont pas simples, quoi. Mais c'est vrai qu'ici, on a un génitif, donc tu as eu tout à fait raison de faire un gros bloc. Parce que le génitif, on est bien d'accord, hein, le génitif, c'est hop, déterminant, hop, déterminé. Hein, c'est pas... Du point de vue de la structure, c'est super simple. Après, maintenant, comment on range ça dans la case, ça, c'est une autre histoire. Mais du point de vue de la structure, clairement, hein, ça c'est déterminant, ça c'est déterminé. Donc ce qui est déterminé, c'est la méditation de la sagesse. Cette méditation de la sagesse, elle est, on pourrait dire, qualifiée par ça. Ça, c'est le qualifiant. Et le qualifiant, c'est des moyens associés à la non-conceptualisation des trois sphères. Si la sagesse donc qu'on médite, si la sagesse dont il est question de méditer ici n'est pas qualifiée par ces moyens associés à la non-conceptualisation des trois sphères, du coup, de nouveau, cette sagesse, voilà, elle n'a pas la condition qu'il lui faut. Ce qui, alors là, c'est évidemment important, c'est une manière aussi de définir la sagesse, hein. C'est pour ça que cette strophe, elle est incroyablement riche, parce que en disant ça, il définit exactement le sens de la sagesse. Donc, à la fois, il dit ce que la sagesse, ou par quoi la sagesse doit être qualifiée, c'est-à-dire des moyens associés à la non-conceptualisation des trois sphères, ça il nous le dit, puis du coup, il nous dit par quoi elle doit être qualifiée, et donc ce qu'est aussi, sous-entendu, la sagesse. La sagesse, c'est la méditation, ou plutôt c'est la non-conceptualisation des trois sphères associées aux moyens. C'est intéressant, hein, parce que la sagesse, c'est pas juste d'être sage, c'est d'agir avec cette non-conceptualisation des trois sphères. C'est quand même pas mal. Du point de vue du sens, là, ça dit quelque chose de fantastique. Du genre, on s'entraîne, si on veut pousser un petit peu plus loin dans l'interprétation, mais toujours en restant collé au texte, on pourrait dire que si on prend Gompa comme entraînement, hein, comme familiarisation à la sagesse, on pourrait dire que la méditation ou l'entraînement à la sagesse va se faire, en fait, à travers tous les moyens associés à la non-conceptualisation des trois sphères. Et ça voilà, ça donne un sens extraordinaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où en clair, ça veut dire que j'offre quelque chose à quelqu'un en pleine conscience de la non-réalité des trois sphères, le geste d'offrande est la méditation sur la sagesse. Et ça, c'est très joli. Ça veut dire que je vais m'entraîner à travers les tapes, à travers les moyens. Je médite la sagesse à travers les moyens. J'ai une question ici, parce que en fait, dans la définition de Sherap, il y a l'idée de discernement, n'est-ce pas? Oui. Alors, est-ce que le discernement, justement, ça concerne spécifiquement ce korsum, on peut dire? Ce korsum méditation. Oui, tout à fait. En tout cas, ici, très clairement, il peut pas. On pourrait dire que c'est encore une fois une condition. Hein. C'est-à-dire que, pour l'exprimer sous une forme de formule, il n'y a pas de sagesse sans cette non-conceptualisation des trois sphères associées aux moyens. Il n'y a pas. Donc, c'est effectivement on pourrait dire une vue très pointue, parce que ça veut dire qu'on est très conscient au moment où on est en train d'agir de cette non-réalité des trois sphères. Bon, on voit bien là, évidemment, on pose la barre super haut, hein, parce que avant d'être conscient que celui qui fait le geste, c'est-à-dire moi, n'existe pas en tant qu'entité à laquelle je donne une existence propre, oui, disons que voilà, il faut bosser, hein. Ça va pas venir tout seul, on est bien d'accord. Mais en même temps, voilà quoi, ouais.
Mais c'est très intéressant, c'est pour ça qu'on va travailler sur la dédicace avec l'idée de la non-saisie, de la non-appropriation. Une façon pour nous, à notre niveau, de développer ça, c'est dans la non-appropriation. Et ça, c'est déjà important. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a développé on sait qu'on a développé de la générosité, mais on n'est pas en train de s'identifier à la générosité. C'est-à-dire on n'est pas en train de se dire c'est dingue ce que je suis généreux, quoi. Donc, par exemple. Par exemple. Et ça, c'est juste surveiller déjà les attitudes intérieures. Parce qu'évidemment, dans une attitude intérieure, dès qu'on est en train de jouer le jeu ou jouer le rôle du généreux, bon, très bien, mais là, on perd la sagesse. C'est-à-dire, on se fait prendre au jeu de l'identification. C'est pas très grave, hein. Vaut mieux, on pourrait dire, s'identifier à ça que s'identifier au voleur, si on prend l'exemple de la sagesse, de la générosité. Mais bon, à part ça, voilà. Très bien, super. Je vous propose, vu que le temps file, c'est qu'on voit peut-être on n'aura peut-être pas le temps de voir la 31e, mais de voir la 32e, histoire de juste déblayer un tout petit peu, parce qu'après vous aurez à la bosser, on va pas se voir tout de suite. Donc, je sais pas, ou alors, comme vous voulez, hein, sinon, je vous laisse, vous avez suffisamment de cordes, de moyens pour vous débrouiller, hein, mais sinon, on voit la 31 si vous l'avez travaillé. Non, vous l'avez pas travaillé? Vous l'avez travaillé? Si, vous l'avez travaillé. Non, si, normalement, non? Celle que vous avez reçue la dernière fois, c'est ça, non? C'est l'observation? C'est l'observation ou pas? Oui, c'est celle qu'on a reçue la dernière fois. C'est ça, hein. Mais alors maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas travaillé ensemble, mais peut-être que vous l'avez travaillé de votre côté. Un petit peu. Un petit peu, super, ouais. Très bien, vous êtes partant sur la 31? On y va comme ça? Ok, super. Alors, qui nous lit est parti, voilà. Natalia, allez, tu nous fais la lectrice ou la récitante. Et si tu l'as apprise par cœur, c'est la récitante. Sinon, tu nous fais la lectrice. Je n'ai même pas vu, hein. C'est parfait, ça va te faire bosser. C'est parfait. Voilà. Alors, Rangi Gosumla Takpa. Bravo. Rangi Tulpa, Rangi Matagna, Chupe Zuki, Chumin Chesipe, Techir Jundu, Rangi Tulpana, Tagne Pongwa, Yelse Laglenyin. Pour quelqu'un qui ne l'a pas vu du tout, c'est plutôt pas mal, hein. On voit que tu t'es beaucoup entraîné à la lecture, hein. Ça aide, hein. Ça, c'est super, hein. C'est génial, bien sûr. Vous voyez l'intérêt d'avoir entraîné la lecture, c'est ça, en fait. Hein, c'est pas pour te lancer des fleurs, parce qu'après, tu vas plus pouvoir passer les portes, hein. Ça va être très, très difficile. Oh, non, voilà. Non, pas de souci, pas de souci. On se connaît très bien avec Natalia, hein. C'est pour ça que je me permets de lui faire des gags comme ça. Ça fait un moment. Voilà, c'est pour ça. Mais donc voilà, non, mais c'est vrai que moi j'en profite pour dire, quand on a de l'aisance dans la lecture d'un texte, dans la lecture tout court, on peut se déplacer, hein. C'est juste un encouragement, n'oubliez jamais de lire. Même si vous n'avez pas le temps de beaucoup étudier, ça c'est pas grave, mais faites de la lecture. Vous prenez une strophe, vous la lisez une fois par jour, par exemple, sans plus, ou une fois tous les 2 jours, et puis voilà, puis c'est bien. Vous travaillez l'essentiel. Avec la lecture, vous travaillez toujours l'essentiel. Vraiment, vous gardez le lien, hein. Vraiment, il n'y a pas de problème. Dak Myriam, toi qui t'accroches très fort, bravo d'ailleurs, hein. C'est bien, mais ça vaut le coup, hein. Je veux dire, de temps en temps, tu en lis une, et puis ça te rafraîchit, ça fait du bien, même si on n'a pas plus le temps. Très bien, alors, ok, Rangi Tulpa, Rangi Matangna, Chupe Sugi, Chuminchi Sipe, Techir Guntu Rangi Tulpala, Tangne Pongwa, Galse Laglenyin. Très intéressante cette strophe dans sa construction, dans tout ce qu'on voit. Alors, Stéphane, qu'est-ce que tu nous dis de tout ça? Rangi Tulpa, c'est mes propres confusions. Très bien. Et ça, c'est quelque chose que quand tu l'entends, par exemple, quand Natalia la récite, immédiatement le sens vient? Non. Mais pour l'étudier, oui. Oui, bien sûr, tu l'as étudié. Parce que, comme tu le dis, ça a l'air d'être assez clair pour toi. Rangi Tulpa. En fait, je vois bien que
quand c'est posé comme ça sur voilà, ça devient la traduction, devient beaucoup plus aisée qu'en début. Par exemple, je sens vraiment une évolution. J'ai vraiment ce plaisir-là maintenant. Voilà, Ah ben ça c'est super. Non, mais c'est de plus en plus rapide en fait la façon de réfléchir au truc. génial. Ben voilà, tu viens de dire le mot clé, la façon de réfléchir. Je crois que tout notre apprentissage et notre entraînement, c'est pour apprendre à réfléchir le texte d'une certaine manière qui soit efficace. Très bien. Rangetulpa, ça c'est très efficace. Après, il faut connaître les mots de vocabulaire, on est d'accord. Tulpa, confusion, donc rangetulpa, sa propre confusion, hein, comme tu l'as dit. Hein. C'est ça? Rangi, après c'est moi devient sujet. Tout à fait. Et matakna, alors si on examine, donc si j'examine mes propres confusions. Génial, c'est génial, bravo, c'est génial. Et là on voit que ça c'est la vertu de la structure. Hein? Rangetulpa, après ranki, tac, on s'arrête parce qu'on voit qu'il y a une particule, donc automatiquement ranki c'est moi acteur. Puis matagna, on me propose comme une condition. Hein. Et puis voilà, puis on a nos 3 éléments, tic, 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 et puis tout de suite ça fait du sens. Ça c'est super, très bien, très bien. Et la deuxième phrase, qui, par exemple Isabelle, tu veux la faire? Oui, je peux essayer. Vas-y. Donc, Chepe Zonki. Ah, attention, c'est pas zoom, c'est plutôt souk. Souk. Chepe Souk Ki. Chemin. Chesipe. Très bien. Tu fais quoi avec tout ça? Alors, de nouveau, en y allant par bloc. Hein. Chepe Zouk Ki. Très bien. Très bon bloc. Chepe le pratiquant et Zouk la forme. Donc, c'est la forme d'un pratiquant, avoir la forme d'un pratiquant. Avoir la forme d'un pratiquant, c'est très juste. Avec le qui, c'est du genre par le fait d'avoir ou à cause que l'on a. Après, on est d'accord qu'on ne fait pas encore la traduction fine. C'est simplement se rendre compte qu'on est en train de parler de quelque chose qui devient acteur. Donc, par le biais du fait... L'apparence, bien sûr. Apparence aussi. Avec l'apparence. Bien sûr. Tout à fait. Ça, après, une fois qu'on affine forme, corps, apparence, là, on affine. Mais ce qui est très important, c'est déjà bien d'avoir cerné, on va dire, le sens global du segment. Et ensuite, Isabelle. Après, chemin, donc, en fait, ce serait ne pas être un pratiquant. Très bien. On voit le min. Hein. Le min, c'est quoi le min? Maïn. Yes, Maïn et Yin. Maïn, Yin, ça appartient Maïn, c'est le fait d'être Bravo. Essentiel. Bravo. Donc, Chemin, c'est Chemin. D'ailleurs, on pourrait dire Chemin à la fois pour dire on n'est pas un pratiquant, mais Chemin, on pourrait aussi dire ce n'est pas du dharma. Hein. Ça marcherait pareil. Hein. Si vous dites Chemin, c'est du non-dharma. Hein. D'ailleurs, c'est dans des textes, c'est utilisé comme ça. Patrul Rinpoche, il ne va pas de main morte. Hein. Il dit, si même vous faites des actes positifs, vous avez une mauvaise motivation, c'est du dharma noir. Donc il dit, c'est du non-dharma, quoi. C'est radical. C'est-à-dire, du coup, c'est une non-essentialité des actes. Hein. Il n'y a pas d'essentialité aux actes. Hein. Donc c'est vraiment très important, ce chemin. Et après, Chesipé, donc on ne pourra pas faire, en fait. Oui, Sipé, c'est de faire. Ouais, on ne pourra pas faire, on ne pourra pas devenir, en fait. On ne pourra pas devenir. Tout à fait, On deviendra plutôt un mauvais pratiquant. Oui, t'as bien capté l'idée. Dans la construction, ici, c'est assez... c'est juste riche, c'est pas difficile. C'est imaginons que l'on crée un verbe qui serait le verbe. Évidemment, ce n'est pas un verbe, mais qui serait un verbe qui nous permettrait de dire devenir un mauvais pratiquant du dharma.
hein, ou devenir un pratiquant du dharma, mais là en l'occurrence devenir un mauvais pratiquant du dharma, on pourrait dire cheminche. Je fais exprès de vous le dire comme ça. Pourquoi? Parce que si, c'est quelque chose que vous rajoutez après le verbe. Cheminche sigire, cheminche sigmare. Si, ça veut dire possible. Cheminche, c'est quelque chose qui vous fait devenir un mauvais pratiquant. D'accord? Parce que che, c'est le verbe faire. D'accord? Donc ça veut dire faire un mauvais pratiquant. C'est quelque chose qui vous fait chemin. D'accord? Ça vous fait devenir chemin. Vous voyez un peu l'idée? Donc, là, on est en train de dire, c'est possible que ça vous fasse devenir chemin. D'accord? Donc, c'est pour ça que tu hésitais à juste titre, Isabelle. C'est-à-dire, est-ce qu'on dit cheminche ou est-ce qu'on dit cheminchesi? Est-ce qu'on dit chesi? Est-ce que donc en fait, c'est cheminche si. Alors après, l'idée, elle tient dans toutes les syllabes, c'est-à-dire cheminchesi. Cheminchesi, ça veut dire la possibilité de devenir un mauvais pratiquant du dharma. D'accord? Mais on voit encore une fois dans la construction tibétaine, hein, on rajoute une idée derrière l'autre. On ne se complique pas dans la construction. Hein? La possibilité de devenir un, tout ça, il n'y a pas d'article. C'est simplement chemin, non dharma, che, faire, si possible. Donc possible de faire que, mais il n'y a pas le que, il n'y a rien. On n'a pas besoin de ça. Cheminche. Voilà, c'est tout. Et puis après, à la fin, on a l'autre paix, pas sa paix. C'est-à-dire, on sait bien que là, il va y avoir, on pourrait dire, zzz, tac. La structure, elle est comme ça, a priori. A priori, après, on peut la regarder en détail, mais a priori, voilà, il y a un ça derrière. Hein. Donc, range tulpa rangi matangna, chumin sugi chumin che sipa. Si on arrêtait à là, on pourrait simplement dire que si l'on n'observe pas ses propres fautes, il est possible de devenir un mauvais pratiquant du dharma qui n'a que l'apparence du pratiquant du dharma. Hein, c'est ce qu'on est en train de dire. Mais là, simplement, il y a un P. Donc là, du coup, on est obligé de continuer. Bon, on peut aussi s'arrêter en français, puis après, voilà. Mais on peut dire ne pas voir ses propres fautes fait que nous pouvons devenir un mauvais pratiquant du dharma qui a pourtant l'apparence d'un pratiquant du dharma, ceci faisant, techir, gna 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 gna. Hein? Techir, voilà. Cathy, qu'est-ce que tu fais avec cette phrase ici, la troisième? Alors, techir, donc pour cette raison, oui. Tumtu va continuellement. Bravo. Rempli drulpa, là, donc vers sa propre illusion, sa propre confusion. Alors, tu as dit confusion, mais il y a aussi la notion d'illusion, non? Oui. Les deux sont vrais. Ça, c'est du français, on pourrait dire. Pour le tibétain, c'est tulpa. Tulpa, c'est être confus. Tulpa, c'est être illusionné. Après, c'est du français. Mais c'est toujours tul. D'accord. Oui. Toujours. Très bien. Et tu as bien juste dit là. Alors, comment tu combines avec le là? Redis-le-nous pour que ce soit bien clair. Donc vers ceci, donc pour la raison de tout ce qu'on a dit auparavant, oui. Continuellement, sa propre confusion, donc vers ceci, et après, tac, l'analyser, examiner, et après il y a le nez, donc c'est la provenance, donc ayant analysé, vers sa propre illusion, continuellement. Ah, c'est intéressant. D'accord. Toi, tu vois comme provenance. Très bien. C'est une possibilité de l'ablatif. Mais c'est pas la seule. C'est juste, c'est un bon réflexe. Mais ici, tu devrais l'avoir comme conséquence. C'est une des fonctions de la particule. C'est-à-dire, tagnepon, c'est vraiment le rapport de conséquence. C'est une des fonctions. Oui. Donc, dans ce cas-là, on abandonne. Exactement. C'est-à-dire, le fait d'examiner, j'abandonne. C'est-à-dire que là, on est en train de parler de notre capacité introspective.
le fait qu'on soit capable de s'analyser, en fait, et donc d'abandonner ce qu'on doit abandonner, parce qu'en toute lucidité, on voit exactement ce qu'il en est, eh bien, ça, c'est la pratique des filles et fils des vainqueurs. D'accord. Ah, c'est une magnifique strophe. Hein. C'est vraiment, là, on est dans la strophe de l'attention vigilante. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que tout ça s'empile, tout ça enrichit toujours les précédentes. C'est-à-dire, on serait un super calé dans la méditation sur la sagesse. Ouais, ben, quand même... hein. Donc, il y a toujours, tac, on croit qu'on y est, ben ouais, mais quand même, il y a encore autre chose qu'il faut observer. Et c'est très intéressant. C'est un enchaînement chaque fois. Et c'est une très belle strophe hein, dans sa construction. Pardon? Oui, pour le Chumin JCP, Oui. est-ce qu'on pourrait dire agir même en ayant l'apparence d'un pratiquant, on agit contrairement au dharma? Ouais, c'est pas faux, bien sûr, c'est vrai aussi. Chominche dans le sens, là, en fait, on pourrait... Oui, là où tu as raison, c'est que Chominche, on pourrait le comprendre comme faire du faux dharma. Hein, si on le prend littéralement. Bon dharma. Pardon? C'est contraire au Bien dharma. sûr, contraire au dharma. Tout à fait, contraire au dharma. Et ce qui est intéressant, c'est Chupe Suki. C'est-à-dire que on pourrait dire, par le biais de cette apparence de moi comme pratiquant, ou par le moyen de cette apparence que moi comme pratiquant, en fait, je peux finir par même faire du faux dharma. Oui, si je n'examine pas mes propres erreurs. Exactement, exactement. Alors, c'est presque si même si il n'y a pas de Tiang ou de Yang. Eh non, là on est ennuyé. Là, non. Là on peut pas l'inventer. Non, mais bien sûr, hein, ce serait génial. Ben non, il n'y a pas. Non, là il n'y a pas. Oui, Natalia. Ah non, c'était juste un mouvement, tu chassais une mouche. Non, je change mon chargeur. D'accord, bon, ok. Pardon. Non, bah voyons, faut pas t'excuser de ça. Non, très bien. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là parce qu'on a, comme toujours, explosé l'horloge. La pauvre horloge, vraiment, il y a plus que des débris. Mais on a bien travaillé, on a vu ces deux strophes, c'est super, bravo. Il vous reste la 32e, donc... comme je vous ai dit, a priori par mail, je vous enverrai 2-3 infos et puis on essaiera de se retrouver minimum une date, mais idéalement 2 dates durant l'été. Comme ça nous permet de se donner des points de rendez-vous et puis aussi de faire que ces 2 cours que j'ai dû faire sauter dans l'année, ben, comme ça on les fait. Et puis voilà. On conclut par une dédicace. Ça vous va? Sonam di tamche zigpani tomne nyepe danam pamjene kegana chibala tupai sipe tsole dowa dolwara isho. Merci beaucoup. Merci. Et bel été. Merci beaucoup. Bel été. Bel été, à bientôt. À bientôt.